Bonjour à tous, moi c'est Sia Carnot, je reviens à vous pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème super alléchant. Il s'agit de la résilience. Oui, la résilience dans les moments d'extrême difficulté. Certainement, vous qui écoutez cette vidéo en ce moment, vous traversez encore des épreuves parfois insurmontables sur tous les plans. Ça peut être sur le plan académique, ça peut être sur le plan professionnel. L'école, ça ne marche pas, ça peut être sur le plan familial. On a du mal à joindre les deux bouts, on a du mal à s'en sortir. Ça peut être sur le plan de la vie, l'intégration, la société. D'autres personnes parleront même aussi de traumatisme en disant j'ai été traumatisé par telle ou telle personne, par telle ou telle épreuve ou alors par telle ou telle situation. Pour contextualiser encore, nous allons nous appuyer ici bien entendu sur ce cas d'actualité qui concerne la famille Takam aux États-Unis, où certaines personnes ont porté des jugements certainement en fonction de leur propre vécu, en fonction de leur propre situation. Certaines personnes ont porté des jugements avec une telle véhémence que parfois on se pose la question sur quoi elles se sont fondées pour donner leur point de vue. Parce que oui, il est difficile de juger des situations aussi traumatiques si les concernés même, voilà, n'ont pas eu cette possibilité d'exprimer, ou alors il est difficile de juger alors que bien entendu les concernés ont plus ou moins d'une manière implicite alerté. On peut regarder leur Facebook, on peut regarder leur WhatsApp, on peut regarder leurs comptes, les différents comptes sur les réseaux sociaux. On peut noter qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient fait appel à l'aide. Mais les personnes s'attardent à juger, à donner des points de vue. Certaines personnes iront jusqu'à dire, moi si je traversais cette situation, je ne ferais pas ça, je ne ferais pas ça. Je serais nettement mieux, j'aurais agi autrement, au-delà du rêve américain. Mais que non. Il y a une chose qui se dit généralement, c'est que tous les êtres humains sont égaux, mais on n'a pas tous la même manière d'agir. Nous sommes tous égaux, certes, mais chacun a sa singularité. C'est pour ça que d'ailleurs même, dans une même famille, avec des enfants qui ont été élevés par des mêmes parents, n'auront jamais un même comportement. Parce que chacun a une manière d'affronter les épreuves, les difficultés. Mais alors, comment donc reconnaître facilement quelqu'un qui peut vivre dans une résilience efficace? C'est très simple. Nous allons, pour répondre à cette question, nous appuyer tout simplement sur la réflexion du professeur Boris Cyrulnik. Oui, ce neuropsychiatre qui a tant travaillé sur la résilience. Qu'est-ce que la résilience selon lui? C'est tout simplement l'art de résister au milieu des torrents. Les torrents de la vie, les épreuves, les traumatismes. La résilience, c'est tout simplement cette capacité-là à se développer après une agonie psychique. Quand on parle d'agonie psychique, bien entendu, on parle des traumas. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre traumatisme et épreuve. Certaines personnes vous diront, j'ai été traumatisé, alors qu'ils traversaient une épreuve. Qu'est-ce qu'un trauma? Un trauma, c'est tout simplement un événement inimaginable et impensable qui entraîne ce qu'on va appeler la dépersonnalisation. Dans un trauma, on ne parvient plus à se retrouver. On ne se reconnaît plus mentalement. On ne reconnaît plus qui on est. Voilà un trauma. Un trauma peut par exemple être une situation de viol qui n'est jamais prévisible. Un trauma peut être un accident quand vous roulez, si vous prenez la route, vous vous attendez à arriver à destination. Un trauma peut être des violences familiales, par exemple, comme pour le cas de cette famille, où chacun des membres a certainement vécu un trauma. Il y a eu un trauma, il y a eu des traumas de part et d'autre. Voilà, des déformations, voilà. Sur le plan psychique, etc. On est moins placé pour juger donc les problèmes de couple de ce genre, surtout quand on est arrivé à l'excès. Une épreuve donc, c'est un événement auquel on s'attend. Alors quand vous allez, par exemple, être nommé directeur d'une société en faillite, vous vous attendez à traverser des moments difficiles. Et là, vous utilisez tous les mécanismes, voilà, tous les rituels de la société, ça peut être vos contacts, etc., pour traverser, pour surmonter ces événements difficiles. C'est quelque chose auquel on s'attendait. Une épreuve, ça peut être un deuil. Les gens, par exemple, qui étaient en soins palliatifs, on va supposer, on savait que tôt ou tard, il y aurait un événement, il y aurait l'exitus. Il y aurait, voilà, ce malheur.
Et avec les rituels de la société, on est dans le chagrin avec les rituels de la société, c'est-à-dire la présence, la sociabilisation, la société, les églises, par exemple, qui viennent généralement participer aux veillées, le soutien familial, etc., etc. On parvient facilement à surmonter le chagrin, les épreuves. Or, à différence du chroma, on reste complètement perdu. On ne reconnaît plus qui on est. Voilà. Par rapport au coma, on reste complètement omnibulé, on va dire, par la situation. Alors, quand on traverse donc l'événement traumatique, on a deux manières. Un événement traumatique, on a deux manières. On a deux façons de se comporter. Soit on reste dans le passé, complètement dans le passé. Là, on va parler de syndrome post-traumatique. On va continuer à rester déprimé, à rester emprisonné dans le passé. Soit on vit ce qu'on appelle la résilience. Ça veut dire qu'on accepte et on essaie de vivre avec. On essaie de se recréer une nouvelle vie. Voilà, on décide de revivre, de reprendre goût à la vie et de se redonner une nouvelle identité à partir de cet événement traumatique. La résilience donc, qui est là de résister dans les torrents, répond à un certain nombre de facteurs protecteurs. Comment facilement reconnaître quelqu'un qui peut vivre une résilience positive? Oui, quelqu'un qui peut surmonter les événements traumatiques et rester normal dans la vie et dans la société. C'est très important, au lieu de porter des jugements qu'on a généralement tendance à faire, parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à porter des jugements. Tel ou tel est faible. Si j'étais à la place de tel, j'aurais fait ça. Si j'étais à la place de tel, je serais plus fort. Non, si j'étais... C'est tout le monde qui veut exprimer, voilà, sa force quand le gramme est déjà passé. Mais que non. Au lieu de juger, il est nécessaire de reconnaître donc ces facteurs qui peuvent conduire à ce qu'une personne s'adapte de manière efficace malgré les difficultés. Comment reconnaître? Tout simplement. Le professeur Boris Cyrulnik nous parle de 6 facteurs, de 6 attributs, de 6 facteurs protecteurs. Le premier facteur, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler l'attachement secure, le secure attachment. Ça veut dire que voilà, on regarde l'enfance parce que la capacité à résister au milieu des torrents, à vivre une résilience, à s'adapter malgré les situations traumatiques, dépend aussi de la personnalité qu'on a conçue dans l'enfance. Cette personnalité, avant que l'événement traumatique ne se passe, est en lien avec le secure attachment. L'enfant a-t-il grandi dans un environnement familial stable, avec un père, une mère? L'enfant a bénéficié de toute l'affection, de toute la sécurité familiale qu'il devait bénéficier quand il était petit. Est-ce que l'enfant a grandi dans un contexte où il pouvait rêver? Est-ce que les parents étaient naturellement un peu aisés, ce qui permettra à l'enfant de se projeter? Est-ce que l'enfant a grandi dans un événement où le père et la mère ne se discutaient pas, ne bagarraient pas tout le temps? Ça, c'est très important. Parce que les bagarres, les disputes dans les couples, Boris Cyrulnik dit que ça crée ce qu'on appelle les images tracées au niveau de l'enfance. À partir de 8 mois déjà, l'enfant est capable de tracer des images qui certainement seront refoulées et ça pourra avoir un impact sur sa personnalité. C'est là que vous verrez un enfant qui sera généralement craintif, etc. Il parle comme deuxième attribut de ce qu'on va appeler la mentalisation. La capacité de mentaliser, de relativiser, de vivre en société. Est-ce que dans l'enfance, est-ce que la personne dont on estime vivre une résilience avait cette facilité dans son enfance, à socialiser avec les gens, etc. Est-ce que la personne avait cette capacité, donc, on va dire, de vivre ses rêves, avait cette capacité, de vivre en harmonie avec les autres, d'avoir des camarades de classe, parce que ça aussi, il faut le noter généralement. Un enfant qui n'a pas de camarades de classe, des copains, etc., n'a pas cette capacité à mentaliser. Parce qu'aujourd'hui, il est facile de voir quelqu'un qui a vécu un événement traumatique, même s'il ne vous parle pas. C'est tout simplement son hypersensibilité, son hypersensibilité à des petites choses. Vous allez piétiner juste ou alors vous allez regarder la personne des yeux. La personne va tellement se fâcher. La personne va réagir de manière inappropriée à des stimulus parfois de la vie normaux. Vous voyez un peu une hypersensibilité.
C'est-à-dire les choses qu'on considère normales, la personne va réagir de manière extrême. C'est tout simplement parce que cette personne-là n'a pas la capacité, n'a pas vécu dans son enfance en développant cette capacité, cette faculté de mentalisation. Parce que la mentalisation, c'est une manière de savoir gérer les émotions, savoir relativiser les choses. Et tout ça, ça va déjà dans l'enfance. La mentalisation se travaille donc avec la camaraderie, avec la société, etc. Au-delà du secure attachment. On va revenir au prochain facteur, au moment même où il y a le trauma. Le trauma, nous l'avons défini plus tôt. On va voir donc, ça va dépendre, comme autre facteur, on va parler de l'agression, d'une agression lointaine ou une agression proche. Une agression lointaine, oui, ça peut être, voilà, en lien avec ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu un traumatisme, par exemple, plus tôt dans votre enfance, vous n'étiez pas capable de vous défendre, ça va dépendre si vous avez vécu votre traumatisme un peu plus tard, ça va dépendre si l'agression est lointaine, ça peut être une catastrophe naturelle, par exemple, ça peut être, voilà, une agression physique, etc. Donc, la capacité à vivre la résilience dépend de l'agression aussi, si elle est lointaine ou si elle est proche. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, pendant qu'on vit le traumatisme, par exemple, il y a ce qu'on va appeler la protection. Ça, c'est un autre facteur. La protection peut être tout simplement aller avec ce qu'on va appeler l'humour de l'horreur. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui voilà, vit un moment traumatique, mais il en fait l'humour. Il dit, bon, voilà, c'est rien, voilà, tout ça, et etc. Bon, c'est différent. Hein? On va peut-être associer ça à une méthode de coping. Parce qu'en psychologie, généralement, on parle de coping. Un coping qui peut être un coping positif, qui peut être un coping négatif. C'est-à-dire la représentation mentale qu'on se fait pendant qu'on traverse un moment difficile. Enfin, on va parler des deux, tout simplement après le traumatisme, généralement, comment reconnaître quelqu'un qui peut facilement résister ou quelqu'un qui a besoin d'aide quand il traverse, après avoir traversé le trauma, un trauma. On va tout simplement voir ici ce qu'on appelle, on va parler ici de, voilà, du soutien affectif. La dernière fois, nous avons parlé du soutien affectif, par exemple. C'est très important, le soutien affectif. Les gens qui traversent les moments difficiles ont besoin du soutien affectif. Le soutien affectif, on peut tout simplement, voilà, constater à travers les publications que les gens font, à travers ce que les gens qui traversent les moments difficiles disent. Voilà. On a besoin de soutien affectif qu'on traverse après avoir traversé un événement traumatique. Oui, le soutien affectif. La présence des gens qui nous affectionnent, qui nous conseillent, voilà, de la bonne manière. Ça, c'est très important. Alors, pour ce cas, le Graham aux États-Unis, il a bien exprimé, voilà, son désarroi. Il a bien exprimé, voilà, sa souffrance, même déjà dans les réseaux sociaux. Mais les amis n'ont pas su constater, voir qu'il a traversé un événement traumatique qui était la séparation avec sa femme, un événement traumatique qui pouvait être en lien avec le travail, ça n'allait plus, c'était traumatisant. Il ne se retrouvait plus, comme on l'a cité plus tôt, on l'a dit plus tôt, il ne se retrouvait plus. Ça, c'est le traumatisme. Quand tu ne te retrouves plus, tu viens de traumatisme. Alors, tu vas sur Facebook, tu publies tout le temps, voilà, tout ça. Tu auras les gens qui passeront le temps à te juger, mais à la fin, ils ne comprendront rien de l'appel que tu es en train de faire. Ils viendront juger quand il sera trop tard, quand le pire sera passé. Donc, quand les gens traversent des événements traumatiques, au lieu de les juger, ayons cette capacité-là à leur apporter un soutien affectif. Un soutien affectif, quels que soient les cas, ça joue, ça augmente leur estime de soi. Voilà, ça leur permet vraiment effectivement de vivre ce qu'on va appeler, ce que quelqu'un appelait le rêve américain. Et enfin, il est à noter comme dernier point, facteur protecteur pour une résilience super. Il y a ce qu'on va appeler donc le sens qu'on donne donc à la tragédie. Donc voilà, le sens, on peut donner un sens à la tragédie, c'est passé, voilà, on vit, on fait avec, tout simplement. On recherche du soutien affectif, on a le soutien affectif, on essaie de donner un sens positif à la tragédie et le sens positif qu'on va donner à la tragédie dépendra donc du soutien affectif. Si on se retrouve seul, abandonné ou si on se retrouve en train d'être critiqué, généralement ça peut conduire à la dépression et la dépression peut conduire à ce que l'on donne un sens négatif à la tragédie, un sens négatif à ce qu'on traverse à l'événement traumatique et ça peut conduire au pire.
Le soutien affectif, donc, peut contribuer à ce qu'on donne un sens à la tragédie. Et pour donner un sens à la tragédie, pour ceux-là qui ont traversé les traumatismes, il faut tout simplement faire ceci. Communiquer, parler. La dernière fois, on a parlé de la relation d'aide. Il faut être authentique. Il faut parler. Il faut dénoncer. Alors, quand vous traversez les événements traumatiques, inutile de les garder dans votre poche. Trouvez-en quelqu'un de confiance qui va vous aider à faire ce qu'on appelle la résilience positive, qui va vous encourager, qui va vous motiver. Donc voilà, en résumé, la capacité à résister au milieu des épreuves dépend de la personnalité qu'on a construite. Quand on était petit, dépend de la capacité à mentaliser, voilà, à relativiser, déjà à être sociable, à avoir des amis, etc. Mais ça dépend aussi de, voilà, de l'agression. Si l'agression est lointaine, si l'agression est proche, ça dépend. Voilà. Si votre facteur protecteur, on a parlé ici de ce qu'on appelle l'horreur, l'humour de l'horreur, par exemple, c'est très important. Et ensuite, on a parlé du soutien affectif et tout simplement de l'âme. Voilà, et tout simplement du sens à donner à la tragédie. Merci pour avoir écouté. Super. Yo.